Bonjour à tous, en ce dimanche 8 janvier, c'était là. Je voulais vous parler de deux choses, les radiations à Pôle emploi et puis les usines qui ferment. Vous allez comprendre. 58 000 personnes radiées de Pôle emploi en un mois, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, entre fermeture d'usines et radiation massive, l'économie française vacille. Face à cette tempête, comment les chômeurs et les salariés précaires survivent-ils aux conséquences des décisions politiques et économiques actuelles? Décryptons ensemble cette situation préoccupante. Un record de radiation à Pôle emploi au mois de novembre. 58 000 personnes ont été radiées de la liste des inscrits, un chiffre jamais atteint depuis l'existence des statistiques. Voilà. Et Pôle emploi dit n'avoir aucune explication particulière à fournir à cette augmentation. Cette sanction, cette radiation, n'est pas légère. Radier une personne, c'est lui couper les vivres durant un temps déterminé, la priver d'allocation chômage, et la rayer de la liste des demandeurs d'emploi parce qu'elle n'aurait pas respecté une obligation. Donc, rendez-vous compte la situation de ces gens au mois de novembre. Ils ont été radiés, donc ils n'ont pas eu de revenus sur décembre, veille de Noël, veille des fêtes de fin d'année, déjà avec des petites, très petites rémunérations, et en plus, si vous voulez, plus du tout de rémunération. Voilà. Et puis comme ça permet d'arriver au 31 décembre avec des chiffres de chômage relativement stables, voire même en baisse. Et comme ça, on pourra dire au 31 décembre, le gouvernement Macron, oui, nous assistons à une stabilisation, voire une légère baisse des demandeurs d'emploi. Le Mozart de la finance, Macron, il s'y connaît. Pour bidouiller les chiffres, il n'y a pas de problème. Je voudrais apporter aussi votre attention sur fermeture d'usines. Je pense que vous avez dû entendre parler, le groupe Cofigeo, à la tête des marques Williams Saurin, Garbit, Zapetti, ont mis leur production à l'arrêt pour un mois à compter de ce lundi 2 janvier. 2/3 des salariés, donc 800 personnes sur 1200, donc 4 sites fermés sur les 8 sites, en fonction de la guerre en Ukraine, mais bien sûr, surtout en fonction des mauvais choix et de la connerie de Macron en matière de stratégie économique, le groupe Cofigeo a vu sa facture d'énergie annuelle grimper de 4 à 40 millions d'euros. Donc, figurez-vous que ce géant de l'agroalimentaire a besoin de se chauffer à l'eau, de chauffer à l'eau à plus de 100 degrés les conserves des produits mis en vente, comme votre grand-mère quand elle faisait ses conserves. Voilà. Donc, les salariés sont placés en activité partielle, toucheront une indemnité supérieure à 70% de leur rémunération classique, ce qui correspond grosso modo à une perte de 170 euros. 170 euros quand on est à peine au-dessus du SMIC, c'est quand même très très important. Voilà. De toute façon, si la crise économique perdure, d'après les gens des syndicats, on ne voit pas comment on pourrait rouvrir de nouveau les usines et refabriquer. Ouais. Donc 4 sur 8 usines. Voilà. C'est vraiment triste. On n'est même plus capable de fabriquer des boîtes de conserve dans notre pays. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci. Partagez surtout. Coucou, alors aujourd'hui un gros coup de gueule sur France Travail. Oui, je suis à France Travail depuis début septembre et alors je m'actualise tout le temps, toutes les fins de mois. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça. Et le 29 janvier, j'ai eu un entretien avec ma conseillère parce que j'ai un souci, je postule, je n'ai pas de retour ou alors c'est négatif. Donc le 29, elle m'avait prévu un rendez-vous téléphonique à 15h que j'ai honoré, on a échangé. Elle m'a dit que ma branche tertiaire c'était mort, administration, secrétaire, tout ça, c'est mort, il n'y a plus rien, je ne peux plus prétendre à rien, il faut que je fasse une reconversion. Génial, donc les entreprises répondent pas. Bref, on passe le sujet. Et là, la semaine dernière, qu'est-ce que je vois dans ma boîte mail? On me dit, eh bien, si vous ne voulez pas être radié de France Travail, il faut que vous nous disiez pourquoi vous n'avez pas assisté à l'entretien téléphonique prévu avec votre conseillère. Alors, comment ça? J'ai eu 18 minutes, je ne sais combien de secondes au téléphone avec elle. Donc voilà, j'aimerais qu'on comprenne. En plus, on a établi un plan d'action et tout. Enfin voilà, m'a donné des pistes. J'avais des choses à faire et je voudrais qu'on... Voilà, j'ai pas compris. J'envoie un mail. On me répond dans l'après-midi. Parce que moi, il est hors de question que... Voilà, quand je fais pas les choses, je veux bien. Mais en général, France Travail, on fait pas de conneries, quoi.
Et là, on me dit, en fait, je n'ai pas validé correctement, ça s'est pas bien passé au niveau de la fin de l'entretien, donc c'est une erreur de notre côté, excusez-nous. On remédie au problème, mais allô quoi? On fait tout correctement. Déjà, on n'a pas de taf. On me dit que moi, c'est mort dans ma branche, il n'y a plus rien, qu'il faut que je fasse une reconversion, que je reprenne des études. Et en plus, on veut me radier. Non mais France Travail, quoi. Quand vous êtes victime d'une fraude bancaire, vous savez que la banque est obligée de vous rembourser. Pour ceux qui n'ont jamais été victimes, voici les étapes de ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes victime de fraude bancaire. La première chose à faire, c'est lorsque vous constatez la fraude, il faut évidemment faire opposition. Soit vous appelez le serveur interbancaire, soit vous avez un numéro propre à votre banque, soit vous utilisez votre application, et ensuite, évidemment, vous devez déclarer cette fraude. Enfin, il est fortement conseillé de déclarer cette fraude auprès de la police gendarmerie. Non pas qu'ils vont retrouver forcément le fraudeur, mais ça vous permet légitimement d'aller devant votre banque pour attester de la fraude. Vous n'êtes pas obligé de vous dépasser en gendarmerie, je le répète à chaque fois, vous pouvez déposer plainte par courrier ou faire un signalement en ligne via le téléservice Perceval. C'est un service exprès pour les fraudes bancaires. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour être remboursé? Vous devez signaler la fraude à la banque dans un délai de 13 mois maximum, après la date de débit, d'où l'importance de regarder ses comptes de temps en temps. Attention, c'est important, c'est 70 jours uniquement si la personne bénéficiaire de cette fraude se situe hors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc si c'est une fraude bancaire à cause de personnes du bled de je ne sais où, les amis, c'est 70 jours. Donc regardez vos comptes de temps en temps. Qu'est-ce que votre banque peut demander comme frais, comme prise en charge, etc. Donc, la première chose, c'est que si vous avez fait une erreur, une négligence grave, votre banque peut vous dire qu'elle ne vous rembourse rien. On serait alors dans le cas où vous auriez oublié votre carte dans un espace public, ou que vous auriez donné votre numéro de code secret, votre carte, votre numéro de compte à quelqu'un par exemple, que ce soit par mail ou autre. Mais dans tous les cas, ça serait à la banque de prouver que vous avez fait une négligence grave. C'est pas à vous de vous justifier auprès de la banque que je ne sais quoi. La deuxième chose, c'est que vous pourriez devoir prendre en charge une partie des dettes. Mais ça a un plafond maximum de 50 €. Donc si vous avez été victime d'une fraude, que vous soyez responsable de la fraude ou non, qu'on vous a volé votre carte ou non en gros, on peut vous demander 50 €. C'est le plafond maximum. Et ça, c'est l'article L133-19 du Code monétaire et financier. Je passe dessus. Ensuite, généralement, lors d'une opposition, etc., on vous fait changer votre carte. Et dans ce cas-là, ces frais de dossier-là de changement de carte, par exemple, ils sont à votre charge, évidemment. Bref, toutes ces informations, vous les retrouvez dans le Code monétaire et financier pour ceux-là que ça intéresse, aux articles L133 et suivants. À très vite. Petite story time, arnaque, tout ça, bref, c'est très intéressant. Écoutez, ça peut vous arriver totalement. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il y a un numéro, toujours le même numéro, un 01, je vais pas dire le numéro ici parce que je sais pas si j'ai le droit de le faire. Mais du coup, il m'appelait en boucle, une fois j'ai même décroché, mais j'ai vu que c'était une offre, etc. et ça m'intéressait pas, donc j'ai raccroché. Mais bon, vu qu'il continuait d'appeler en boucle et que c'était toujours le même numéro, c'était pas un numéro qui changeait, je me suis dit bon ouais, vas-y, je vais décrocher, je vais écouter ce qu'il a à dire, et voilà, au moins après il arrête de m'embêter. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est exactement la même marche à suivre qu'ils utilisent à chaque fois, parce que je l'ai lu sur internet, c'est exactement la même chose. Ils vont usurper une compagnie, le nom d'une compagnie, par exemple, moi c'était Total Energy, parce que c'est là que je paye mon électricité. Mais ça pourrait être très bien SFR, Orange, j'ai vu ça sur internet, il y a des gens qui témoignent sur ça, enfin bref. Et donc ils vont proposer de baisser le prix de ta consommation, genre passer à une sorte d'abonnement un peu moins cher, genre par exemple... au lieu de payer 51 € par mois d'électricité, tu payerais, 34. Et en plus de ça, avec une assurance juridique comprise, bref, trop bien et tout. Évidemment, c'est faux. Il n'y a pas rien que tu payes, bref. Et ensuite, ils commencent à valider toutes tes coordonnées. Donc, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse mail, etc. Parce qu'ils les ont déjà. Du coup, ça me met en confiance, parce que tu te dis, ils ont déjà mes trucs, donc forcément, c'est la compagnie à laquelle je souscris. Et le pire, c'est là où je me suis fait avoir personnellement, avant de faire mes recherches, c'est qu'ils ont commencé à me demander mon IBAN, et en disant les premiers chiffres de l'IBAN. Du coup, je me suis dit, mais what the fuck? What the fuck? Mais évidemment, c'est tout du charabia, etc., quoi. Et ensuite, t'es coupé, tu passes avec un autre gars, qui va valider tes informations, et là, l'appel est enregistré. Avant, l'appel n'était pas enregistré, là, il l'est. Et là, il va te dire, est-ce que vous voulez souscrire à une assurance? Et le but, ça va être que tu répondes oui
Et donc, pareil, moi, il me l'a vraiment bien dit. Là, il faut répondre par oui ou par non, et c'est tout. Et donc après, il t'explique les trucs. Enfin bref, tac. Sauf que c'est totalement une scam. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser. Il t'envoie un mail pendant que t'es en appel et il te dit, cliquez 3 fois sur le truc pour signer. Et du coup, tu loupes toutes les conditions générales. Enfin bref. Cool. Évidemment, heureusement, j'ai tapé le nom de l'entreprise sur internet, c'est CDA Développement, et le service qu'ils proposent, c'est Jury Echo. J'ai vu que des gens qui disaient comment résilier et c'est quoi cette arnaque. Du coup, je me suis dit mais heureusement, du coup, voilà, il y a un délai de rétractation de 14 jours. Donc, vous les appelez. Vous dites je veux m'en aller, bisous. Et donc vous n'êtes pas prélevé. Après vous pouvez appeler aussi la banque pour dire non, je ne veux pas de prélèvement de la part de ces scammers. Bref, faites attention à CDA Développement. Les radiations à Pôle emploi et la fermeture des usines illustrant une crise économique où les décisions stratégiques sont remises en question. Les témoignages révèlent une tension entre les politiques et la réalité des chômeurs laissés sans ressources. Face à ces défis, la question demeure: comment réagirons-nous pour éviter que ces situations ne deviennent la norme ?